On va parler aujourd'hui de la sécurisation du foncier pour maîtriser les projets d'énergie renouvelable et en particulier avoir un échange avec des porteurs de projets pour voir comment une collectivité peut jouer un rôle stratégique sur le foncier. Donc voilà, on va se donner 1 heure et demie là pour en discuter. Euh, Avant cela, euh, juste un petit mot sur la technique. Donc voilà, on a coupé volontairement tous les micros, toutes les caméras. On a prévu d'enregistrer ce webinaire, donc il sera disponible après en replay. On communiquera sur le lien après. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les outils questions et réponses ou conversation pour intervenir. On prévoit du temps de toute façon pour des interactions et on pourra ouvrir aussi les micros et les caméras plutôt en deuxième partie après le témoignage pour échanger sur ces éléments. Euh, donc juste un petit mot, donc on organise ce webinaire dans le cadre de l'animation par Bresalec de plusieurs réseaux, donc le réseau Les Générateurs, sur lequel je vais revenir un petit peu après, le réseau des plans climat, qui est donc animé notamment par Lucille et Jeanne qui sont également connectés, et dans le cadre du réseau Taranis, donc les projets citoyens en Bretagne, avec Thomas qui est là aussi pour si jamais il y a des questions là-dessus. Et donc au programme, je vais faire un rapide rappel sur qu'est-ce que c'est que le dispositif générateur. Et ensuite, on laissera la place donc au vif du sujet avec le témoignage d'Aurore Gély-Pernot, maire d'Andouillé-Neuville, et d'Antoine Terrain de la SEM Énergive, donc autour du retour d'expérience sur la commune d'Andouillé-Neuville, autour d'un projet éolien avec une maîtrise foncière qui a été réalisée par la commune. Donc, quelques rappels rapidement sur le dispositif générateur. Donc, c'est un dispositif qui est national, qui a été lancé par l'ADEME en 2022, et donc la région Bretagne, autour de plusieurs partenaires, là, c'est, euh, c'est porté volontaire en fait pour contribuer à ce réseau. Les objectifs sont d'apporter un conseil neutre, objectif et gratuit aux collectivités en matière d'éolien et de photovoltaïque. Donc photovoltaïque au sol, en toiture, en ombrière, de permettre l'émergence de projets en phase avec les ambitions locales, notamment avec les objectifs des plans climat, créer une dynamique partenariale à l'échelle de la Bretagne, donc autour d'un réseau de partenaires là, dont je vais un petit peu détailler après, et capitaliser et faire vivre un réseau national animé par Espul et Amorce. Donc ça, c'est pour les grands objectifs de ce dispositif, les générateurs. Et donc opérationnellement, en Bretagne, on a 8 structures partenaires qui accompagnent l'émergence de projets. Donc voilà, des partenaires financeurs, donc l'ADEME et la région qui participent au financement de cette ingénierie. Opérationnellement, la coordination et l'animation sont faites par Bresalec. Euh, et les missions de conseil d'animation locale, donc auprès des collectivités, par les membres du PE-Brest, donc les syndicats départementaux d'énergie. Et Brest Métropole, ça, c'était pour avant, j'ai pas mis à jour. Brest Métropole ne fait plus partie de ce dispositif. Et enfin, on a des partenaires associés, donc Atlanson pour la filière solaire photovoltaïque, France Renouvelable plutôt pour la partie grand projet, et Taranis pour les dynamiques citoyennes. Donc voilà, tout ce petit monde est là pour accompagner les élus et globalement les collectivités pour l'émergence de projets. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à contacter vos référents départementaux ou passer, si vous le souhaitez aussi, par l'adresse générique régionale pour voilà, parler de vos projets
et bénéficier d'un accompagnement. Donc aujourd'hui, on se retrouve autour de la question du foncier et un petit rappel juste pour bien cadrer nos échanges. Donc, le foncier, c'est un enjeu prioritaire pour la réalisation d'un projet. Sans terrain, pas de projet. Et donc, c'est dans le cadre, en tout cas, de l'éolien là, qui va être un peu plus développé aujourd'hui. Il y a un tel empilement de contraintes qui se fait que finalement le foncier, il reste quand même assez peu de foncier disponible. Euh, donc voilà, la sécurisation foncière est d'autant plus un enjeu prioritaire. On peut trouver deux grandes catégories de foncier. Le foncier public, quand le terrain appartient à la collectivité ou à l'État. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, avec le domaine public, donc, où la mise à disposition des terrains sont soumis à des règles de publicité, de mise en concurrence, et le domaine privé du foncier public, où là, il peut y avoir des interprétations un peu différentes. Aujourd'hui, on va parler du foncier privé. Donc, on pourrait se dire que la collectivité n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre pour intervenir là-dessus. Mais voilà, quel rôle peut jouer la collectivité sur ces terrains qui appartiennent à des personnes morales, physiques ou morales ou physiques, pardon, de droit privé. Et donc pour en discuter aujourd'hui, on accueille donc Aurore Gély-Pernot, maire d'Andouillé-Neuville, et Antoine Terrain, qui est chargé du dialogue territorial et de la concertation citoyenne pour la SEM Énergive, donc la SEM du SDE 35 notamment. Je vous laisse vous présenter tous les deux. Oui, bonjour, bah, vous avez déjà un peu tout dit. Donc, effectivement, je suis Aurore Gély-Pernot, donc je suis maire d'une commune au nord de Rennes, Andouillé-Neuville. C'est une commune, de 1 000 habitants et sur laquelle on travaille effectivement au développement d'un projet, éolien. Et donc Antoine Terrain, voilà, je travaille à la SEM. On travaille dans le cadre des missions sur la concertation et l'ancrage local, plutôt sur l'éolien, mais on peut aller aussi un peu sur le photovoltaïque. Et donc j'ai participé à l'émergence du projet d'Andouillé, même si ce n'est pas moi qui suis le projet maintenant. Et bien, du coup, Antoine, je te laisse la main. Je Ok, garde le passage des diapos. ok, ça Et marche. voilà, donc je vais essayer d'être actif. Vas-y. Alors déjà, la base de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, c'est quoi la maîtrise foncière d'un projet éolien? Là, j'ai pris une carte au hasard sur laquelle on voit des parcelles. Donc, quand on a ces zones qui sont donc des zones de développement potentiel, on sait qu'on a potentiellement un projet éolien, on est à 500 mètres des habitations. Ça peut faire l'objet de sollicitations de développeurs. Donc, on regarde ces zones, on regarde les parcelles, et donc l'objectif de la sécurisation foncière, ça va être de rentrer en contact avec les propriétaires et les exploitants de ces parcelles et de signer ce qu'on appelle des promesses de bail avec les concernés. Donc la sécurisation foncière, c'est en fait l'obtention de l'accord des propriétaires exploitants des parcelles de la zone d'implantation potentielle. Je te laisse passer. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que c'est sur le développement d'un projet éolien, c'est un moment absolument clé du projet. En réalité, il y a deux décideurs pour l'obtention, enfin, pour la faisabilité d'un projet éolien. Il y a les propriétaires exploitants des parcelles qui donnent au début du projet leur autorisation. Et ensuite, il y a l'autorisation environnementale, donc le préfet qui donne ou pas son aval après la procédure d'instruction et d'enquête publique. Donc un projet éolien, vous le savez sans doute, c'est long, c'est coûteux et c'est très incertain. Donc on ne lance pas les études de développement sans avoir la certitude
de pouvoir, une fois qu'on a obtenu les autorisations, de pouvoir fixer les machines sur les parcelles. Donc, si on n'a pas de foncier, si on n'a pas la sécurisation foncière, on lance pas le développement du projet. Et par ailleurs, une fois qu'on a cette sécurisation, on a la certitude d'être les seuls à pouvoir travailler sur le projet. Une forme de monopole à celui qui obtient les signatures. Donc, on comprend bien du coup que avoir cette sécurisation foncière, avoir ces promesses, ça permet de lancer les études et d'avoir une forme de tranquillité puisqu'on est les seuls à pouvoir travailler la zone une fois qu'on a la sécurisation faite. Alors, maintenant, c'est pourquoi est-ce que c'est important de notre point de vue d'impliquer la collectivité dans cette sécurisation foncière. Donc, vous l'avez compris, et je le redis une dernière fois, on a un monopole. Une fois que c'est fait, voilà, si on a le développeur X qui vient et qui a fait la sécurisation foncière, la capacité de la commune ou des citoyens à pouvoir intervenir sur le projet dépendra du bon vouloir finalement du développeur à ouvrir le capital et la gouvernance du projet. En faisant la sécurisation foncière, la commune prend la main et a la capacité d'imposer un certain nombre de choses. Et notamment, ben, si elle souhaite impliquer les citoyens, elle pourra demander à ce que les citoyens soient impliqués. Elle pourra sélectionner le partenaire technique avec lequel elle souhaite travailler et participer pleinement à la gouvernance. Donc, dans l'esprit du projet, c'est beaucoup plus simple de réussir à avoir quelque chose d'un peu ambitieux, ancré localement, démocratique, si on intervient tout de suite dès la sécurisation foncière et dès l'émergence du projet. Donc ça va permettre de maximiser les retombées locales par la suite. Et c'est donner aussi le moyen d'un ancrage local réussi. Donc, quand on a fait tout ça, on agit sur la gouvernance et donc on peut aussi demander à ce que certaines études soient davantage poussées. On peut faire une concertation ambitieuse, intervenir dessus euh, et donc mieux réussir l'ancrage du projet. Alors maintenant, comment est-ce qu'on procède? Euh, Energive, que j'ai pas encore présenté, travaille donc sur l'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine. Donc, on travaille sur la méthanisation, sur le photovoltaïque, sur l'éolien. Mais notre rôle dans l'éolien depuis le début, c'est pas d'intervenir comme un développeur. On n'a pas développé ces compétences-là qu'on laisse aux gens dont c'est le rôle, dont c'est le métier de développer techniquement les projets. Nous, on intervient plutôt comme un accompagnant des collectivités locales. On favorise le lien avec les acteurs de l'énergie citoyenne et les développeurs. On pilote la concertation. En fait, on essaie un peu d'être le ciment de toutes ces briques pour avoir des projets localement bien intégrés. Et donc, ce qu'on a constaté assez rapidement, c'est que si on était dans une position attentiste et qu'on attendait un peu, voilà, d'être sollicité par les développeurs éoliens, déjà, on entrait dans relativement peu de projets et ensuite, on n'entrait pas dans les conditions qui nous paraissaient satisfaisantes pour vraiment avoir une application forte, publique et citoyenne. Et donc, que pour élaborer un projet de territoire vraiment démocratique, transparent, qui garantit les intérêts locaux, et ben, qu'il fallait qu'on s'y implique tout de suite. Donc, Énergie va développer un certain nombre d'outils, à l'époque pas mal accompagnés par Énergie Partagée. Je peux te laisser passer la slide. Et donc la première chose qu'on fait, donc maintenant, c'est le côté générateur où le lien se fait avec la commune qui a potentiellement
à une zone de développement éolien. Donc chez nous, c'est Grégory qui prend contact avec les communes, ou plutôt qui est contacté par les communes quand elles sont sollicitées par des développeurs. Et donc, une fois que la commune se dit, bon, c'est vrai qu'il y a un potentiel éolien chez moi, c'est intéressant, mais j'aimerais bien prendre la main, alors on met en place une convention entre le SDO 35 et la commune qui prévoit l'intervention de Grégory et d'Énergive et qui fixe euh, comment on va sécuriser le foncier avec la commune. Et là, l'accompagnement, il se fait par Énergive. Alors, c'est juste un document qui rappelle des règles, des principes. Ça permet aussi, du coup, d'avoir une délibération au conseil municipal et d'avoir une forme de validation politique de la démarche qui est en cours, mais c'est gratuit. Enfin, pour la commune, ça ne lui coûte rien. C'est vraiment une manière de contractualiser un peu la suite de la procédure. Donc cette charte, elle rappelle classiquement les objectifs des PCAET, elle définit les rôles, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et parallèlement, on essaye aussi en général d'avoir élaboré une charte locale de l'éolien. Quand elle n'existe pas encore au niveau intercommunal, on essaye soit de la mettre en place au niveau intercommunal, soit plus classiquement aujourd'hui de la mettre en place au niveau des communes. Vas-y, tu peux passer du coup. Je pensais que j'avais mis le rôle de chacun, mais j'ai dû le mettre après alors. Le contenu de la promesse de bail, du coup, c'est basiquement assez simple. Euh, donc, il y a un équipement égale un loyer, c'est-à-dire que c'est un document contractuel qui prévoit d'avance les loyers qui seront perçus au moment de la mise en exploitation du parc. Donc, une éolienne, un point de livraison, un chemin d'accès, tous les équipements nécessaires pour l'installation et l'exploitation du parc font l'objet d'un loyer. Ce loyer, il est réparti entre le propriétaire foncier et le fermier. Nous, on prévoit de manière générique à part égale, mais il arrive que les communes, elles souhaitent qu'on fasse différemment. C'est un contrat de droit privé, hein, donc ça peut s'adapter. Ça peut être un tiers, deux tiers, 80-20, ça peut être ce qu'on veut. Néanmoins, nous, ce qu'on propose de base, c'est plutôt de faire 50-50. On s'est rendu compte que c'était mieux accepté comme ça. Par ailleurs, dans les promesses qu'on propose, on prévoit aussi une indemnité minimale pour l'ensemble des parcelles de la zone d'implantation, y compris celles qui n'auront pas d'équipement. Euh, voilà, considérant qu'il est normal de répartir un peu le loyer, qui est une forme de compensation pour tous les agriculteurs qui se seront engagés. Voilà, je peux te laisser passer. Donc, les obligations du bénéficiaire, c'est-à-dire du porteur de projet, c'est de s'efforcer, quand on définit le projet, de prendre le moins de place possible sur les parcelles, de gêner le moins possible. Et pour ce faire, du coup, on va régulièrement informer les propriétaires exploitants et à minima une fois par an. Dans la pratique, on se rend compte qu'en réalité, c'est une réunion annuelle qui est nécessaire, parce que c'est pas forcément toujours. Enfin, les avancées sont pas toujours rapides, hein, il peut se mettre du temps avant que le projet se définisse. Néanmoins, il est important y compris quand il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire, de maintenir un lien et de donner l'information. On s'engage aussi à concerter sur la localisation des installations, c'est-à-dire que quand on leur montre un peu l'endroit où on est arrivé, qu'on commence à avoir défini le gabarit, que les études nous permettent d'avoir fait ces propositions, on n'arrive pas avec un truc définitif, on concerte avec les concernés sur comment réussir à lier nos contraintes techniques, type zone humide, éloignement des haies, etc. Et leurs contraintes à eux d'accès aux champs, de pas trop casser la parcelle, etc. On s'engage à constituer une garantie financière dès la mise en exploitation afin de financer la remise en état du site. Ça, c'est légal. De toute façon, c'est ce que prévoit la réglementation.
Néanmoins, c'est bien stipulé dans la promesse de contrat, ça apparaît aussi en annexe. Et c'est une question qui revient toujours, hein, de toute façon, parce que même si c'est prévu dans la loi, euh, comme il y a toujours une espèce de rumeur qui circule, euh, qui veut que ce soit aux exploitants, mais agricoles et pas aux exploitants du parc éolien, qui devraient financer cette mise en fin d'équipement, ben, c'est pas du tout le cas. Et donc, il s'agit bien de bien le stipuler dans les promesses et puis de bien le rappeler à chaque réunion. Et la remise en état du site conformément à la réglementation applicable, c'est pareil, hein, c'est rappelé dans les promesses de bail, même si c'est la loi, faut bien que ce soit rappelé dans le document, mais aussi à chaque réunion. Je peux te laisser passer. Côté propriétaire et exploitant, en quoi ça les engage? Donc déjà, faut toujours bien leur rappeler, il y a un engagement de durée, c'est pas neutre, hein, comme document. Donc quand ils s'engagent, ils sont engagés sur 8 ans, c'est renouvelable. Donc voilà. Et puis ils engagent la parcelle, pas que eux, quelque part, en nom propre, mais aussi les gens qui leur succéderont. Donc ils nous autorisent à procéder à toute intervention pour les besoins des études. Donc sondage géotechnique, relevé, analyse et enquête, voilà. Donc on peut aller sur leur parcelle, enfin c'est plus précisément les bureaux d'études qui ont accès à leur parcelle. Ils nous autorisent à demander une autorisation environnementale et à constituer toute servitude temporaire. Par ailleurs, sur la slide suivante, ils acceptent le moment venu la résiliation du bail rural, donc c'est-à-dire sur la parcelle qui sera concernée par les équipements, on sortira ce bout de parcelle du bail rural pour le faire rentrer dans le bail amphithéotique prévu pour l'installation du parc. Donc ça, ils s'engagent à le faire dès la signature des promesses. Euh, et donc, voilà, ce que je dis après, à consentir un bail au profit du bénéficiaire. Et par ailleurs, si il y a un changement d'exploitation ou de propriétaire, ils prennent l'engagement d'avertir le nouvel occupant que, il y a cet engagement qui court qui court sur la parcelle. Et puis évidemment, on le fera aussi. Alors du coup, dans le cadre de la convention, c'est réparti les rôles entre la commune et Énergive. Le rôle de la commune, c'est déjà de déterminer les parcelles concernées par la zone d'étude, d'identifier les propriétaires et les exploitants. Les propriétaires, en général, ça pose pas de soucis particuliers parce que bon, ça apparaît sur le cadastre. Par contre, les exploitants, parfois, c'est un peu plus compliqué, un peu plus fastidieux de réussir à trouver quel exploitant est sur la bonne parcelle. Parfois, en plus, ils font des échanges entre eux comme ça, un peu à l'amiable, sans que ça apparaisse sur des documents précis. Et nous, bah, il faut mettre ça au propre parce qu'il faut bien que ce soit l'exploitant officiel qui signe avec nous la promesse de bail. Et donc ça, c'est une étape hyper importante, hein. Il faut que on annexe aux promesses de bail les titres de propriété et ce qui justifie la qualité d'exploitant, c'est-à-dire soit le bail rural, soit une attestation MSA, qui fait bien le lien entre l'exploitant et la parcelle. Bon, on n'est pas, nous, on doit en être avec Énergie, on doit être à 7 ou 8 sécurisations foncières sur le département. Et à chaque fois, on constate qu'il y a enfin, entre la pratique sur le terrain et les baux ruraux, bah, il y a des différences. Donc il faut bien remettre ça au propre aussi, et ça c'est côté énergie plutôt. On s'en occupe de remettre au propre, mais par contre de faire l'analyse de départ, c'est le rôle de la commune. On invite les propriétaires exploitants, donc ça c'est la commune qui invite les propriétaires exploitants à une réunion de présentation des enjeux, la promesse de bail.
et donc elle s'engage aussi à participer à cette réunion. Et c'est la commune qui signe les promesses de bail lors de rendez-vous individuels. Et donc c'est la commune, mais ça je pense que Aurore pourra en témoigner tout à l'heure, qui va aller chercher les signatures après individuellement. C'est clairement pas le plus simple. Euh, le rôle d'Énergif, du coup, c'est de mettre à disposition des promesses adaptées au projet. Donc voilà, là c'est notre juriste qui travaille là-dessus. On a évidemment un modèle de base, mais à chaque fois il faut l'adapter au projet, parfois même aux signataires, hein. Il y a certains exploitants, certains propriétaires qui ont des attentes particulières et donc il faut adapter les promesses. On anime la réunion de présentation des enjeux et des promesses. Donc, il y a, enfin, à Andouillé, c'est moi qui suis venu. On présente un petit peu les enjeux sur les promesses. On essaye de répondre aux questions génériques sur l'éolien. On essaye de rassurer sur la manière avec laquelle le projet se construit. Lors de ces réunions, il y a beaucoup de questions en général sur l'éolien, des questions assez génériques. Et on a constaté aussi, et ça c'est vraiment une plus-value à mon avis hein, de ce travail qui est fait aussi en émergence, c'est qu'il y a souvent une inquiétude assez forte des agriculteurs sur les conséquences vis-à-vis des riverains, de leurs voisins, etc., que ça peut créer des tensions. Et donc, ils n'ont pas trop envie, et on les comprend, d'être montrés du doigt comme ceux qui permettent la faisabilité d'un projet éolien. Et donc, l'implication de la commune, l'implication d'un acteur comme Énergive permet de les rassurer pour leur dire, vous ne serez pas vous ne serez pas en première ligne. Et par ailleurs, on envisage une concertation hyper importante. S'il y a de la contestation, et souvent il y a de la contestation, c'est pas vous qui allez vous retrouver face aux associations de contestation. Et on accompagne la commune lors des rendez-vous individuels avec les concernés. Donc ça, c'est une longue journée, voire parfois 2 longues journées. De souvenirs à Andouillé, on avait mis 2 jours complets où on reçoit du coup parcelle par parcelle, propriétaires et exploitants. Il faut compter une heure par parcelle. Alors des fois, ça va plus vite parce qu'ils sont venus à la réunion, ils sont déjà convaincus et donc on présente rapidement la promesse et en une demi-heure, c'est réglé. Et parfois, on utilise l'heure, voire on la dépasse un peu parce que il y a beaucoup de questions, des interrogations. On se rend compte que la parcelle en fait est divisée en deux avec deux exploitants qu'on n'avait pas identifiés. Enfin voilà. Donc il y a à la fois un travail technique et un travail encore de conviction à faire sur ces rendez-vous. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais du coup, nous, chez Énergie, sur ces rendez-vous, j'interviens pas tout seul, on est deux. Je viens et moi, je réponds plutôt aux questions génériques sur l'éolien, sur le développement du projet, avec l'élu de référence. En l'occurrence, là, c'était Madame la maire. Et on a aussi notre juriste qui vient ce jour-là et qui répond à des questions du coup plus liées au droit, des questions plus liées à la fiscalité, à l'administration. Je peux te laisser passer la slide suivante. Donc, vous l'aurez compris, c'est un travail chronophage. Certains propriétaires se positionnent, alors, je l'ai dit, dès le premier rendez-vous, mais d'autres, c'est beaucoup plus long. À Andouillé-Neuville, par exemple, il y en a certains qui hésitent encore, ça fait 2 ans. Donc, ça veut dire beaucoup de coups de téléphone, quelques rendez-vous. C'est pas simple. Les signatures ça paraît facile quand on dit dans la théorie. D'ailleurs, moi, quand on a commencé à faire ça, ça me paraissait être une forme je pensais que ce serait simple, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout parce que les documents sont épais. Faut paraffer un tas de choses, faut annexer un tas de documents.
Il faut courir après les propriétaires et les exploitants. Parfois, il y a des indivisions, il y a du monde, il y a des GAEC. Quand il y a des GAEC, ça veut dire qu'il faut l'accord de tous les membres du GAEC d'une manière ou d'une autre. Donc, ça peut passer par une délibération du GAEC ou alors par une signature de chacun des membres. En tout cas, vous voyez que quoi qu'il arrive, c'est toujours un peu compliqué de réussir à obtenir l'ensemble des paraphes, l'ensemble des signatures et à bien mettre au propre. Et puis par ailleurs, quand on fait ces rendez-vous-là, on se rend compte qu'il y a des conflits qui parfois, ça n'a pas de souvenir, ça n'a pas été trop le cas en Douillet, mais sur d'autres secteurs, on se rend compte que tel et tel agriculteur s'entendent plus depuis 35 ans parce que, je sais pas, des fois c'est le grand remembrement, des fois c'est des conflits d'ordre familiaux, et que du coup il faut réussir à dépasser ce type de conflit parce que ça peut bloquer certaines signatures, donc ça demande aussi une connaissance du terrain assez pointu. Et là-dessus, les élus sont souvent d'une grosse aide parce qu'ils sont quand même bien plus connaisseurs de ce type d'enjeu que nous-mêmes. Donc, c'est une démarche qui rassure énormément les propriétaires et les exploitants. Et de plus, et je pense que ça doit être ma dernière slide avant de passer la main à Aurore, ce travail, il a une valeur économique. Et j'ai pas insisté trop là-dessus pour le moment, mais pour faire la liaison, un des immenses intérêts de faire ça avec la commune, c'est que ça permet à la commune d'intégrer le capital de la société de projet, d'intégrer la gouvernance, sans avoir à participer au financement du projet. On l'a vu sur les premières slides tout à l'heure, un projet éolien, c'est long, c'est surtout très coûteux et très incertain. Donc, il se peut qu'on paye beaucoup d'études et qu'à la fin, on n'ait pas de projet. Et dans ce cas-là, tout ce qu'on a dépensé est perdu. Pour des acteurs comme Énergie, comme un développeur traditionnel ou même comme Énergie Partagée Investissement, euh, on est fait pour. Parce que les pertes sur un projet seront compensées par les réussites sur d'autres. En revanche, une commune qui va s'engager sur un projet particulier, c'est un pari un peu risqué parce que si on n'y arrive pas, c'est une perte sèche qui sera jamais compensée. Alors après, ça dépend des communes, hein. Il y en a qui peuvent se le permettre un peu et d'autres quand même nettement moins. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise économiquement cette sécurisation foncière. Nous, traditionnellement, on estime que ça vaut 10% du développement d'un projet éolien. Jusqu'à construction, quoi, jusqu'à signature des contrats avec les turbiniers. Ça vaut pour nous 10%. Et donc, on va donner 10% du capital à la... Enfin, pas donner, hein, mais en échange du travail réalisé, accorder 10% du capital de la société de projet. Et c'est les autres partenaires autour de la table qui paieront les études et la part de la commune. Donc, on ne va pas mettre d'argent public à risque. Les contribuables ne seront pas touchés par ça. En revanche, les retombées financières, si on se débrouille pour que la commune puisse bénéficier de la valeur créée par ce projet. Alors, je crois que c'était la dernière, si je ne me trompe pas. Après, on passe à... Très bien. Donc merci de me donner la parole. Donc effectivement, juste pour terminer sur cette valeur économique, il est clair que, en tout cas, notre commune n'aurait pas eu les moyens d'investir financièrement, s'investir financièrement dans le développement de ce projet éolien et que c'est vraiment la valorisation du travail qui a été fait par la commune qui nous permet aujourd'hui de participer à la société de projet qui a été créée. Donc historiquement, pourquoi la commune d'Andouillé-Neuville
aujourd'hui voient le développement d'un projet éolien, parce qu'on a été sollicité par un grand nombre de développeurs, ça doit faire 2 ans maintenant, 2 ans et demi, qui m'ont contacté moi directement, en mairie. Donc il y en a eu 1, 2, 3 et puis au bout d'un moment, ben, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'on voulait pas qu'il y ait n'importe quoi qui se développe sur le territoire parce qu'on a eu, le cas d'une commune pas très loin de chez nous, qui a vu le développement d'un projet éolien qui était pas du tout porté par le territoire et du coup qui a été très conflictuel. Donc suite à ces sollicitations, bah, c'est vrai on s'est vite renseigné sur ce qu'était un projet éolien, ce qui nous a un peu facilité la tâche, enfin, ce qui nous a quand même aidé, c'est le fait qu'au niveau de la communauté de communes du Val d'Ille-Aubigné, il y avait une réflexion qui était, en cours à travers son PCAET sur la rédaction d'une charte, pour le développement des projets éoliens. Elle était en cours de rédaction à l'époque, elle n'était pas du tout terminée. Mais néanmoins, elle donnait quand même, un espèce de cadre au territoire, sur le type de projet que le territoire voulait se voir développer et sur qu'est-ce qu'on pouvait en faire, en fait. Donc ça nous a quand même un peu, cadrés, mais très vite, on s'est retourné vers le SDE et Énergive, pour avoir, leur soutien, sur ce qu'était le développement d'un projet éolien. La première chose qu'on a vraiment fait, grâce à l'accompagnement du SDE, c'était d'avoir une présentation au niveau du conseil municipal, de ce qu'était un projet éolien, du vrai faux de l'éolien, quelles étaient les craintes, ne serait-ce que les craintes que pouvaient avoir les adjoints ou les conseillers municipaux. Et c'était vraiment primordial, pour moi parce que je souhaitais que, l'engagement vers un projet, éolien soit pas le mien, bien évidemment, on parle jamais que pour nous quand on est maire, mais soit celui de l'ensemble, du conseil municipal. À tel point qu'on a fait, à un moment donné, lors après je crois que vous êtes venus 2 fois au conseil municipal, faire des présentations et des discussions. On a fait un vote à bulletin secret, dans l'ensemble du conseil municipal pour savoir s'il se positionnait pour, voilà, se lancer, sur le développement d'un projet éolien, ou pas. Et je me souviens qu'à l'issue de ce vote, il y avait pas de vote contre, il devait y avoir 2 ou 3 abstentions sur l'ensemble des 15, conseillers, enfin des 15 élus. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit: «Bah, voilà, OK, l'ensemble du conseil municipal, y est favorable et ben, on va se lancer dans cette démarche». Diapo suivante, j'avoue que je ne sais plus ce qu'il y a sur la diapo suivante. Donc dans cette démarche, on a été, effectivement accompagnés sur l'émergence et la définition du projet. Et très vite, on a pris conscience que la sécurisation foncière était un enjeu. C'était d'autant plus un enjeu que moi, pour en avoir discuté, avec des agriculteurs de la zone, voilà, eux-mêmes, nous, on avait été sollicités en mairie, mais eux-mêmes avaient été sollicités par des développeurs qui étaient venus avec des promesses de bail, chez eux, hein, prêtes à signer. Les développeurs sont assez, parfois assez, persuasifs, et agressif, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, ils viennent facilement chez les agriculteurs, et les exploitants pour faire signer des documents et c'est vrai qu'une fois que les documents sont signés, on peut plus trop revenir en arrière. Donc très vite, on a pris, conscience, de cet enjeu-là et on a été accompagnés donc comme l'a dit Antoine, hein, on a fait une première, réunion publique, enfin réunion à destination des exploitants et des propriétaires fonciers pour leur expliquer ce que c'était le projet, ce que leur expliquer que c'était de s'engager, à travers la signature d'une promesse de bail. Et suite à cela, moi j'ai bien identifié que c'était pas suffisant pour le coup et j'ai rencontré l'ensemble des exploitants et des propriétaires, de façon individuelle. Avant, d'avoir ce fameux rendez-vous, on a passé toute une journée avec Antoine, pour, faire signer ces promesses. Parce que c'est vraiment important, je pense, de discuter avec les acteurs du territoire, de leurs préoccupations, personnelles vis-à-vis des parcelles concernées. Ça peut être parce que les parcelles, elles sont en indivision, ça peut être parce qu'il y a des conflits, hein, parfois il y en a, de un tel m'a fait ci ou un tel m'a donné ci, donc ça, c'est vraiment des choses importantes. Et puis sur une réunion publique, les gens, osent pas se dire: «Bah oui, moi je suis engagé». Il y a toujours un regard un peu, du voisin d'à côté. Si moi je m'engage, est-ce qu'il va s'engager? Est-ce qu'il va bien le voir que je sois engagée ou pas?
Alors que quand on fait un rendez-vous, voilà, dans un bureau, les gens, ils disent vraiment ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils veulent pas faire, sans avoir le regard de l'autre. Et après ce rendez-vous avec l'ensemble des exploitants et des propriétaires, qui sont souvent pas les mêmes, ce qui ajoute une couche de complexité et de nombre de rendez-vous. Voilà, ça m'a permis aussi, moi, de sonder la température, me dire, bah, voilà, peut-être que sur les 20 personnes que j'ai rencontrées, il y en a au moins 10 qui sont complètement favorables au projet. Donc ça vaut le coup, bah, que je continue à m'engager et que je continue à engager le conseil municipal. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait en parallèle, à la fois l'engagement du conseil municipal et à la fois l'engagement des exploitants et de propriétaires, parce que l'un va pas sans l'autre, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu fastidieux et long, mais qui est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel de prendre ce temps-là. Donc une fois qu'on a eu, bah, voilà, un certain nombre d'exploitants favorables, l'engagement du conseil municipal. Alors comme l'a souligné Antoine, hein, on a encore un exploitant aujourd'hui. Alors je pense que c'est bon là, il va s'engager dans le projet. Mais ça fait 2 ans qu'on parle avec lui, parce qu'il avait des problématiques de transfert de bail vers sa compagne, parce que lui va partir à la retraite. Il avait des problématiques sur la promesse de bail, donc on l'a remodifié. Il a voulu la faire voir à son notaire. Voilà, bah, il y a un exploitant, ça fait 2 ans qu'on le voit. Moi, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois, Antoine aussi. Jennifer, qui est la nouvelle personne au niveau d'énergie, l'a également rencontré. Donc il y a des personnes pour qui ça prend plus de temps. Ce qui est important maintenant pour nous, c'est vraiment de passer à la sensibilisation des citoyens de la commune. Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a 1 an. On avait fait un premier atelier, on en a fait un deuxième il y a quelques semaines. Donc là, on est vraiment accompagné de façon importante par Énergive, parce qu'il y a eu un porte-à-porte, par exemple, qui a été fait par Énergive auprès de 300 maisons, à la fois de la commune, mais aussi des communes limitrophes du projet. Donc ça, c'est aussi très important, à ne pas oublier les communes limitrophes. Où Énergive est allée faire du porte-à-porte, est allée faire remplir un questionnaire aux personnes qu'elles ont rencontrées. Et si elles n'étaient pas là, elles leur ont laissé ce questionnaire. Ce qui est très positif, en tout cas pour notre projet, c'est que les retours à ce questionnaire sont pour le moment très bons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition au projet. Il y a plutôt des gens qui y sont intéressés, qui ont des questions, et on y répond, c'est bien normal. Mais je pense que ça vient aussi du fait que ça fait 2 ans qu'on communique là-dessus, et que l'on communique sur le fait que ça soit un projet de territoire, et avec lequel on ne va pas faire n'importe quoi sur notre territoire. Hem, on travaille aussi à la mobilisation citoyenne pour entrer dans la gouvernance, et ça s'est fait à travers la présence de porteurs citoyens, donc dans les différentes réunions qu'on a pu faire, et de leur rapport de leurs témoignages et des explications qu'ils ont pu apporter sur comment les citoyens du territoire vont pouvoir s'engager auprès de la collectivité dans ce projet. Et la concertation, bah, c'est vraiment ce dont j'ai parlé, hein. C'est le fait de beaucoup discuter avec l'ensemble du territoire, à la fois de la commune et des communes limitrophes. Diapo suivante. Donc on en est arrivé à la création d'une société de projet sur la commune d'Andouillé-Neuville, qui s'appelle Andéol, et qui, lorsqu'elle a été créée, elle a été créée avec un capital de 1 000 €, pour lesquels donc la commune possède 10 %. Donc comme l'a signalé Antoine, hein, ces 10 %, ils proviennent de la valorisation du travail de sécurisation foncière qui a été fait par la commune. Et il est évident que nous, on n'aurait pas pu apporter une somme financière qui sont souvent très importantes dans le développement de ces projets éoliens. Donc 40 % énergie, 25 % Énercop et 25 % énergie partagée investissement. Donc ça, c'était vraiment à la création de la société Andéol. Et suite à la sécurisation foncière qui a été faite, bah, on a sélectionné un partenaire technique. On a sélectionné un partenaire technique, sachant que la commune ne participe pas financièrement aux frais de développement, et que le capital, on voulait qu'il soit réparti en 3 tiers: un tiers public, un tiers citoyen et un tiers technique. Donc ça, c'était vraiment très important pour nous, que cette société Andéol, elle ait ces 3 forts piliers,
pour qu'il n'y ait pas un partenaire, un pilier qui soit plus fort que l'autre. C'est-à-dire que le partenaire technique, en fait, lorsqu'on regarde ça, il possède un tiers des parts, c'est-à-dire qu'il est moins fort que le collège citoyen et public réunis. Et ça, c'était vraiment quelque chose de primordial pour nous, qui est bien écrit dans la charte de notre projet et qui, pour le coup, est accepté par très peu de partenaires techniques d'être minoritaire. Ce n'est pas quelque chose qui est très courant. Donc, lorsqu'on a auditionné, on a sélectionné les potentiels partenaires techniques, on en a sélectionné 3 qui acceptaient d'être à un tiers, du partenariat. Et quand on a auditionné ces 3 partenaires techniques, je me rappelle d'un gros partenaire technique qui, pour le coup, on sentait bien que c'était pas sa vocation première d'accéder à ce type de projet, d'accepter qu'à un tiers de la société de projet. Et c'est vraiment un partenaire qu'on a évincé assez vite parce qu'on s'est dit que c'était vraiment contre nature pour lui et qu'il nous fallait vraiment un partenaire qui accepte ça de façon plus facile. Donc du coup, on a sélectionné un partenaire technique qui s'appelle Vent Solaire, qui est une filiale de la CNR, et qui, pour le coup, s'est déjà engagé sur ce type de projet citoyen et ce qui nous a vraiment sécurisé, nous, en tant qu'acteurs publics. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que la communauté de communes, elle puisse intégrer le collège des acteurs publics via une cession des parts par énergie. Alors, ce n'est pas actuellement le cas parce qu'il y a des problématiques de compétences qu'on essaye de pouvoir résoudre assez vite parce qu'il était vraiment important aussi pour que la communauté de communes politiquement fasse partie de ce projet à travers notamment son PCAET. Et on a aussi un autre partenaire qui va intégrer pour le coup le collège citoyen, qui est le partenaire Les Survoltés, qui est un développeur de projets, pas que éolien, mais aussi beaucoup tourné sur du photovoltaïque, qui pourrait intégrer ce collège citoyen et qui est un partenaire local. Donc nous, c'était aussi important pour nous que ce partenaire local fasse partie de cette aventure. Dia suivante. Voilà, alors peut-être juste 2 mots de conclusion du coup. Juste pour dire que je pense que le fait que les communes se saisissent de la sécurisation foncière, c'est vraiment primordial pour la réussite d'un projet éolien. Si on veut qu'il soit porté par le territoire. Pourquoi? Parce que le fait que la commune, en fait, porte ce projet et comment dire? Participe à la sécurisation foncière, ça sécurise beaucoup à la fois les propriétaires et les exploitants, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de s'engager vers quelque chose qui est beaucoup plus vertueux et c'est vraiment le cas et ça sécurise aussi les habitants du territoire et nous, ce qui est assez frappant sur la commune d'Andouillé-Neuville, c'est que pour l'instant, alors je ne sais pas si ça se passe partout ailleurs comme ça, mais ça se passe plutôt très bien dans la discussion qu'on peut avoir. Alors on prend vraiment énormément de temps pour discuter avec les acteurs du territoire, mais ça se passe aussi bien avec les habitants, du territoire qui comprennent, en fait, ce que l'on fait, parce qu'on en parle beaucoup et que c'est un projet qui est complètement transparent, et ouvert. Donc dans vos projets, je pense que c'est vraiment essentiel, si vous en menez, que la commune soit investie de façon, cruciale. Merci à tous les deux. J'ai arrêté le partage d'écran. Merci à tous les deux pour votre témoignage. On a largement le temps là pour prendre les questions. J'en ai pas vu au fil de l'eau. Si certains participants veulent prendre la parole, vous pouvez lever la main. On peut activer les micros et les caméras, ou alors poser vos questions dans les, dans les outils de conversation adaptés. S'il n'y a pas de questions comme ça, moi j'en ai noté plusieurs, donc n'hésitez pas. Pour l'instant, j'en vois pas. Euh, Peut-être pour lancer un peu la discussion. Euh, quelle, alors, question pour vous deux, hein,
vous répondez comme vous voulez, mais euh, quels sont les risques? J'ai cru comprendre là que finalement, pour la collectivité, c'était assez peu risqué, mais quels sont les risques s'il y en a, point de vue juridique, euh, avec ces pratiques? C'est-à-dire, Ben, est-ce que par ce travail, la collectivité s'expose à un risque juridique enfin voilà, est-ce qu'il y a, non, le principal risque auquel il faut faire très attention, mais c'est pareil sur tous les projets éoliens, c'est bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de conseillers municipaux qui soient directement concernés par une des parcelles, soit en qualité de propriétaire, soit en qualité d'exploitant. Ça, c'est majeur. Donc, il faut non seulement qu'ils participent pas aux réunions, etc., mais qu'ils participent pas au vote au sein du conseil municipal. C'est le cas, y compris sur des projets classiques, hein, où il doit y avoir une mise en retrait des élus concernés, mais là, d'autant plus que du coup, il y a quand même un lien direct entre la commune et le projet. Là, comme ça, c'est le principal risque qui me vient. Je ne sais pas si tu en avais un particulier en tête auquel je pense pas, hmm, mais sinon, on n'a pas eu trop de problèmes. Votre, le ouais, micro est coupé, Aurore. Oui, vous m'entendez? ouais, c'est bon. Nous, c'est le cas effectivement dans le conseil municipal. On a une adjointe qui est concernée par la zone et qui est exploitante de la zone. Donc on a essayé, on a fait attention effectivement à ce qu'elle ne vote pas, qu'elle ne participe pas aux discussions sur l'éolien. Et c'est une question d'ailleurs qu'on nous a posée lorsqu'on a fait la réunion avec les habitants. Un habitant nous a dit, bah oui, mais c'est vrai que de toute façon, dans les conseils municipaux, il y a forcément des gens exploitants qui sont concernés par la zone et qui vont voter favorablement au projet. Donc on leur a bien dit que les gens n'étaient pas invités à voter. Et c'est le cas, je pense, dans tous les conseils municipaux. C'est-à-dire que dans tous les conseils municipaux de zone rurale, il y a forcément des exploitants et des propriétaires des parcelles qui potentiellement sont concernés par ces projets-là. Donc ça, il faut vraiment être vigilant, oui, par rapport à ça. C'est surtout un risque pour les conseillers municipaux concernés, hein, parce Mm. que c'est une procédure pénale et on risque une lourde amende, une peine d'inéligibilité. Mm. Donc oui. Et, euh, et du coup, là, par rapport aux oppositions, donc là, sur Louis-Neuville, le projet est plutôt bien accueilli. Ouais. Euh, Et peut-être, Antoine, sur d'autres territoires où il y a cette démarche-là de la part de la commune, euh, est-ce que, est-ce que les oppositions, est-ce que ce travail justement de la commune qui prend vraiment parti pour le projet nourrit aussi l'argumentaire des opposants? En tout cas, comment ils se positionnent par rapport à ce genre de pratique? Ou est-ce que ça n'a pas trop d'influence sur l'opposition? Ah, sur la contestation de manière générale, bon, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est assez rare les projets éoliens sur lesquels il n'y ait pas du tout de contestation. Bon. Néanmoins, sur ce type de projet, quand on arrive très en avance, c'est que via le travail qu'on fait avec la commune dès le début, ça permet de donner une première approche du projet, de créer un récit autour du projet qui soit positif et que du coup, quand il y a des inquiétudes qui peuvent exister, qui sont légitimes, hein, compte tenu de ce qu'on peut trouver sur Internet, etc., bah, d'y apporter un certain nombre de réponses, et que donc du coup des opposants qui seraient dans une volonté un peu d'aller chercher du soutien dans ces inquiets-là, bah, et moins de facilité quelque part à jouer sur les inquiétudes et sur les peurs, puisqu'on a fait un travail en amont, mais ça n'empêche pas effectivement qu'il puisse y avoir de la contestation. Sur d'autres projets, on en trouve.
Et nous, on essaye au maximum de ne pas laisser la commune, et en particulier en général le maire, en première ligne, en tout cas tout seul. Mais force est de constater que c'est un peu le cas, puisque de fait, le projet, il est incarné par la commune localement, et donc que le maire il peut être montré du doigt directement par la contestation. Alors, j'ai qu'un seul projet où je peux dire que ça existe un peu, et d'ailleurs, c'est pas des citoyens de la commune en question, mais plutôt d'une commune limitrophe Mm. qui joue un peu ce rôle-là. Mais du coup, nous, on est très très vigilants sur les réunions, sur les rencontres, à ce que ce soit bien Énergif qui soit en première ligne, qui réponde à la contestation, aux associations, qui jouent ce rôle-là pour pas exposer trop le maire ou la commune en général. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Mhm. Et c'est vrai qu'il faut Euh, vraiment pas. Là, c'est vraiment important Vas-y. d'aller aussi vers les communes limitrophes. Nous, sur la réunion qu'on a pu faire, donc Énergie est allé faire du démarchage sur les communes limitrophes qui seront exposées au projet. Et donc, en fait, on a eu beaucoup de gens euh, de la commune de Sens de Bretagne, d'ailleurs, et de Fins, et qui sont venus à cette réunion et qui ont posé beaucoup de questions, qui étaient vraiment inquiets et qui, pour le coup, sont plutôt partis rassurés. Et je pense qu'elles étaient plus inquiètes que les habitants de la commune parce que bah, elles n'avaient pas été mis dans la boucle depuis 2 ans à ce qu'on parle du projet et ont un peu vu ça arriver comme un perturbateur. Et du coup, là, de les inviter à la réunion, je pense que ça a vraiment permis de désamorcer peut-être bah, une contestation qui aurait pu apparaître. Oui, dans tous les cas, effectivement, pour gérer les oppositions, Antoine, tu pourras me compléter, mais de les prendre en compte et d'avoir toujours de conserver ce temps de dialogue et d'écoute, ça permet quand même au fil du temps presque d'avoir une certaine confiance entre les oppositions, enfin entre les opposants et puis les porteurs de projets. Euh, qui peuvent se sentir écoutés. En tout cas, de jamais briser le lien, en tout cas, d'information. Même si, bon, bah, sur certaines décisions, effectivement, il peut y avoir des conflits, mais en tout cas, conserver ce lien, c'est une des clés pour bien gérer les oppositions. Euh, je vois dans la conversation, merci Vincent pour le partage là d'une ressource d'amorce sur le risque pénal pour les projets éoliens. Donc on pourra l'annexer aussi au compte rendu. Il y a une question d'Éric Perchet. Quel a été le financement de la SPV, montant et durée, et pour quelle puissance installée? bah, le financement de la SPV, on l'a vu hein, sur une des slides. C'est 1000 Le, euros. Ouais. Bah, ouais, donc il y a le capital, qui est un capital de 1000 euros. Et ensuite, les études, elles sont payées progressivement. On signe des devis. Donc, c'est Énergif qui a le contrat, qui a la gestion de cette SPV. Donc, on signe des devis de bureau d'études. On paye les factures au fur et à mesure. Et donc, la répartition du financement, c'est un tiers par. Enfin, non, c'est plus tout à fait. Enfin, c'est pas tout à fait ça parce que on exclut la commune, mais du coup, hormis la commune, chacun paye au prorata de sa participation au capital. Sur un projet comme ça, en phase à risque développement, ça va tourner autour de 400 000 euros, entre 400 et 500 000 euros. Il faudra mettre à peu près autant entre l'obtention des autorisations et la fin du développement du projet. C'est une fois donc on peut acheter les turbines. Et puis pour quelle puissance installer, ça j'aimerais bien le savoir, mais on fait des études pour le déterminer. Néanmoins, on peut envisager trois machines sur ce projet, Aurore. Oui. Oui, 3 machines, au moins 3,6 mégawatts par machine. Oui, c'est ça. On a un plafond aérien, hein, on est à 150 Mm. mètres là. Donc voilà, 3 fois 3,6.
Oui, à peu près. Et ce que j'aurais bien j'ai pas pensé à le dire, mais par rapport au fait que ça soit, des projets qui soient portés par le territoire, ça nous permet quand même, d'être un peu plus, d'aller peut-être un peu plus loin qui ce qui se qui ce que ce qui peut se faire dans des types de projets plus classiques, notamment au niveau des études de géobiologie. Alors c'est pas quelque chose d'obligatoire dans le développement des projets éoliens. Nous, ça l'est dans le cadre de notre charte, projet éolien, et c'est quelque chose aussi que, on souhaite faire, qui permet d'identifier éventuellement des courants parasites, et ça, c'est très important pour nous, puisqu'on a pas mal d'exploitations laitières autour de la zone, et ce qui est primordial, c'est quand même de sécuriser les agriculteurs, les exploitants, de la zone concernée. Ça nous a permis aussi, il y a pas très longtemps, là, il y a une quinzaine de jours, on a sélectionné, le bureau d'études qui va mener les études, écologiques faune-flore. On a sélectionné le plus coûteux, parce qu'on pensait que enfin, on pense que les études qu'il va mener sont les plus, voilà, les plus complètes, et elles vont au-delà de ce qui est demandé dans la réglementation. Donc voilà, d'avoir un projet aussi qui soit porté plus par le territoire, ça permet, d'aller un peu plus loin peut-être, que ce qui est peut-être demandé juste de façon, réglementaire. En termes de bridage des machines aussi, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé lors de la réunion, publique là. C'est voilà, si on a des problématiques de bruit, peut-être que le fait qu'on ait vraiment ces 3 piliers et qu'il y a un pilier fort citoyen et public, et ben, on pourra, plus aller brider des machines si vraiment il y a une problématique de bruit importante. Donc tout ça aussi, c'est à prendre en compte, sur le fait de maîtriser un projet éolien sur les territoires. Euh, et peut-être là, si je continue à surveiller la conversation, il n'y a pas d'autres questions comme ça, mais peut-être une question pour Aurore. Donc là, c'est vraiment un projet qui prend du temps, qui nécessite un investissement de votre part et puis du conseil municipal assez important. Est-ce que vous avez essayé de voir combien de temps ça vous prenait ou ça vous a pris pour ça? Je préfère J'imagine pas. que comptabiliser ce temps-là, c'est compliqué, mais voilà, quelle place ce projet finalement prend dans votre mandat? Euh, et, euh, et voilà. C'est un peu dur de répondre à ça, et il faut pas effrayer les gens, mais c'est des heures et des heures et des heures, pour la sécurisation foncière, je sais pas, c'est à minima, 2 semaines pleines quoi, en termes de rencontres, en termes de discussions, mais c'est vrai que c'est assez dur à quantifier, parce que moi je suis allée chez des gens par exemple, parce que des gens pouvaient pas forcément se déplacer, ou et puis après, il y a vraiment des discussions qui se font, où vous êtes pas versé au bord de la route, on s'arrête pour rediscuter de ça parce qu'il y en a un tel qui veut pas signer. Vous voyez, c'est difficilement quantifiable. En tout cas, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que la sécurisation foncière et le fait de prendre du temps pour parler avec les gens, ça peut paraître être une part de temps, mais c'est vraiment un gain de temps pour la suite. Et ça, c'est sûr et certain. Donc ce temps-là est très important, et puis maintenant, il y a un autre temps qui est, celui de la création de la société de projet, où, on a des codiers régulièrement, des codecs, voilà, ça va être tout au long du projet, heu, donc en termes de temps, c'est oui, c'est un gros investissement, mais c'est vraiment alors moi, je suis la seule du conseil municipal à vraiment suivre le projet de A à Z. C'est un projet que je délègue pas trop parce que j'ai l'impression que c'est bien d'avoir enfin, c'est assez complexe quand même, donc qu'il y ait une personne qui soit vraiment, dédiée à ça, c'est vachement bien. Après, voilà, le conseil municipal, bien évidemment, je le tiens au courant, à chaque fois qu'il y a des avancées, à chaque fois qu'il y a des évolutions, il est invité à toutes les réunions, il vient, souvent aux réunions, c'est dur à quantifier et ça prend beaucoup de temps. J'ai- J'imaginais. Il y a une question là qui a été posée dans la conversation de Régis. Avez-vous des exemples de projets où la première partie se passerait bien, pas de franche opposition, mais qui se prendrait quand même un recours à l'obtention de l'autorisation environnementale et peut-être contestation des promesses de bail? Alors, malheureusement,
la première fois qu'on a mis ça en place, c'était en 2021. Et les projets éoliens étant ce qu'ils sont, on n'a pas encore obtenu d'autorisation avec un projet porté comme ça en Ille-et-Vilaine, hein, bien sûr. Enfin, nous, donc, on n'a pas non plus de recours à obtention d'autorisation environnementale, mais c'est très possible. Pour, pour avoir un recours, il n'y a pas besoin d'une grosse mobilisation contre le projet. Et puis, il peut y avoir une mobilisation contre le projet sur ce type de projet. Donc, c'est très possible, même sans doute probable que ça arrive. En revanche, contestation de promesses de bail, ça, pour l'instant, sur tous les projets qu'on a fait, on a toujours réussi à maintenir un lien avec les agriculteurs qui s'étaient engagés. Donc, on n'a jamais eu de désengagement. Pour le moment, nous, on suit pas que des projets comme ça, on suit aussi des projets plus traditionnels, entre guillemets, sur lesquels ça arrive, qu'il y ait des agriculteurs qui se désengagent. Sur des projets comme on fait nous, ça ne m'est jamais arrivé pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, hein, mais on a toujours réussi à maintenir ce lien et à garder l'engagement des propriétaires exploitants. Euh, et sur la partie plus sélection du partenaire technique, donc là, c'est Vent Solaire qui a été retenu. Euh, comment en fait cette typologie de projet en co-développement est accueillie par les opérateurs, les développeurs euh, au niveau voilà en Bretagne en tout cas il y a plusieurs exemples maintenant de projets en co-développement euh, qui euh, qui sont en cours de voilà de développement. Est-ce que il y a aussi un changement de pratique de la part des opérateurs face à ces nouvelles typologies de projets que tu peux voir, Antoine? Bah, je pense que ils s'adaptent et quand on est en capacité de faire ce qu'on fait, et donc finalement d'avoir la main sur le projet, leur capacité d'adaptation s'accélère. Parce que c'est pas si simple hein, de réussir à faire émerger un projet, de pouvoir lancer des études, y compris pour des développeurs dont c'est le métier, c'est pas un exercice simple. Donc quand on leur propose un projet quelque part clé en main avec le soutien d'une commune, avec la sécurisation foncière effectuée, c'est pas inintéressant. Après, ils ont parfois des modèles économiques qui sont différents. Enfin, ça dépend vraiment de leur manière de travailler. Et il se peut qu'un projet comme celui-là ne soit pas intéressant. À Andouillé, c'était sans doute un peu le cas parce que on leur propose un tiers d'un projet qui va être sans doute de 3 au mieux de 4 machines et limité à 150 mètres. Donc, bon, quand ils regardent la puissance envisagée et le fait d'en avoir un tiers, il y en a quelques-uns qui ont choisi de ne pas candidater à cause de ça. Mais tous n'ont pas le même modèle économique et donc le font. Et je rajouterais qu'il y a parfois une différence entre bon, quand on parle développeurs comme ça, c'est un peu, mais il y a des gens qui travaillent pour ces sociétés de développement. Et la plupart, j'ai l'impression, moi, des chargés de projet éoliens, sont plutôt en adéquation avec ce type de projet. Je pense que ça leur fait plaisir d'être dans ce type de projet, que c'est aussi plus agréable pour eux. Mais après, il faut réussir à convaincre les bureaux nationaux, et ça, c'est une autre paire de manches. Et donc, il nous arrive de passer quelques heures de discussion avec les services, plutôt avec les juristes, pour réussir à bien ficeler ces projets-là. Et du coup, en prenant un petit peu en voyant un peu plus large, là, c'était vraiment pour des projets éoliens. Si on reste sur des typologies plutôt grands projets, comment est-ce que ce type de démarche de sécurisation foncière serait adapté aussi pour des projets photovoltaïques au sol? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Et est-ce que peut-être tu as des retours d'expérience là-dessus? Non, je ne sais pas. Non.
Après, on est aussi beaucoup sollicité au niveau communal pour ce type de projet, de photovoltaïque au sol. Ok. Bon, après, nous, on en a discuté du coup avec Grégory Carouin il n'y a pas très longtemps parce que voilà, les communes commencent à se solliciter sur ce type de projet, donc se posent les mêmes questions que pour le développement d'un projet éolien. Moi, personnellement, en tant que maire, quand on m'a montré les parcelles où pouvaient potentiellement être localisés ces panneaux photovoltaïques, voilà, c'est quelque chose que moi, je ne porterais pas pour ma commune, par rapport en plus à un projet éolien qui est déjà en cours. Ça, voilà. Mais il y a le même type de démarchage, actuellement qui est fait. Et peut-être pour finir, je vois pas d'autres mains se lever ou d'autres questions apparaître. Euh, Au niveau peut-être régional ou voire national, euh, Antoine, est-ce que il y a des démarches similaires qui peuvent être aussi regardées voilà, de sécurisation foncière par la collectivité? D'autres exemples qu'on pourrait suivre et peut-être d'autres partenaires, puisque là, Énergie va vraiment développer ses compétences et cette méthodologie sur l'île-et-Vilaine, mais pas forcément, ne peut pas agir au-delà. Est-ce que tu as connaissance peut-être là pour les collectivités hors île-et-Vilaine qui seraient là aujourd'hui, de partenaires qui pourraient intervenir aussi sur l'accompagnement à cette sécurisation foncière? Alors effectivement, nous on fait ça sur l'île-et-Vilaine. J'ai eu des contacts avec des confrères d'autres départements qui ont fait ça aussi dans le Finistère. Ils ont dû le faire un peu. Enfin, ça m'est arrivé qu'on me pose je me souviens plus de tous les départements, mais ça m'est arrivé comme deux, trois fois qu'il y ait des SEM, enfin, d'autres départements en France qui nous demandent un peu comment on travaille, et puis du coup, nous, on partage tout, hein. Dans ces cas-là, on partage nos promesses, on partage notre méthodologie, il n'y a évidemment pas de problème quand on est sollicité. Après, quand la SEM ne travaille pas de cette manière-là, en Bretagne en tout cas, je pense qu'il y a d'autres acteurs qui seraient susceptibles de pouvoir commencer à réfléchir à le faire. Je sais que Enercop Bretagne commence à développer quelque chose sur la concertation, par exemple, hors Ille-et-Vilaine. Peut-être il serait susceptible de un jour le faire aussi, je sais pas. Après, il y a des bureaux d'études hein, qui le font, il y a des prestataires qui font ça, mais du coup, enfin, ça a une valeur, donc il faut que ce soit rémunéré quelque part. L'avantage d'énergie, c'est que ça représente pas un coût pour la commune, quoi. Mais voilà. Donc je peux pas apporter une meilleure réponse que ça. C'est pas à chaque SEM de développer ou pas des accompagnements. Ouais. Ok. Eh ben, on a un petit peu d'avance, mais voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, pour toutes les personnes présentes, bah, merci pour votre participation. Si vous avez des questions qui arriveraient après, n'hésitez pas à nous les adresser et puis on pourra y répondre a posteriori. Pour vos projets en émergence, n'hésitez pas donc à faire appel aux conseillers les générateurs pour avoir un accompagnement. Et merci à Antoine et Aurore pour votre témoignage. Et à très bientôt. Merci. Merci.